je n'ai pas reconnu à temps certains indices, ce qui est particulièrement dommage pour un sémioticien. Mais nous allons quand même reprendre le cours et participer à ce cours avec des vidéos d'environ 20 minutes. Donc nous en étions restés la dernière fois à la question de la narrativité. Et nous avions dit que nous allions étudier de ce point de vue Pierre Lafèvre, tel qu'il a été analysé par Clément Légaré, qui est lui-même un disciple de Grénoble. Mais avant de commencer avec cela, j'aimerais pour ceux qui n'ont pas suivi le cours sur le récit, rappeler un certain nombre d'éléments de base qui concernent le récit. Et pour cela, je me servirai de Vladimir Propp. Vladimir Propp, en Morphologie du conte, a souligné très clairement qu'il y a une structure profonde qui est commune à un certain nombre de contes qu'il a lus. Il a lu toutes sortes de contes populaires russes et par-delà la structure de surface, c'est-à-dire une thématique et une qualification identitaire des personnages, par exemple, dans un cas, le méchant qui attaque le royaume est un dragon. Dans un autre cas, le méchant qui attaque le royaume est un chevalier noir. Dans un autre cas, la personne qui va servir d'otage est la princesse. Dans d'autres cas, c'est la femme du roi, etc., etc. Mais par-delà toutes ces thématisations et ces identifications particulières, il reste une structure profonde commune, c'est-à-dire qu'il y a un méchant qui prend en otage un élément, un agent d'action bon d'un certain lieu, un royaume. Donc, il y a des éléments communs par-delà les thématisations et par-delà les identifications et les attributions de qualité psychologique ou autres, des éléments communs à des centaines de contes. Donc là, on rejoint déjà quelque chose qui s'appelle une structure profonde. L'autre élément important qu'il faut rappeler au sujet de Vladimir Propp, c'est que la narrativité repose sur l'enchaînement d'actions auxquelles sont liés des agents d'action. Et je vais vous demander de prendre en note le plus rapidement possible, et moi je vais le dire le plus lentement possible, la définition suivante de la narrativité. La narrativité est un enchaînement d'actions liées par des rapports de cause à conséquence, fondés sur un enchaînement temporel et auxquels sont liés des agents d'action qui mènent d'une situation initiale, par exemple un royaume en paix, à une situation finale où le royaume est de nouveau en paix mais transformé car il y a eu un méfait causé par un méchant et à un moment donné, dans le récit, il y a la lutte entre un bon et un méchant et donc une transformation. Autrement dit, dans tous ces contes, on passe d'un royaume en paix où il y a souvent un roi assez vieux et par le fait que le royaume a été attaqué par un méchant, de nouveaux personnages plus jeunes, généralement le héros qui a vaincu le méchant, devient le roi car il épouse la fille du roi ou une princesse et une nouvelle société en paix se met en place, débarrassée du méchant, que ce méchant soit le chevalier noir, le dragon ou qui on veut. Autrement dit, une structure narrative sert à transférer des contenus, c'est-à-dire une sémantique, c'est-à-dire une thématique de départ, à une thématique différente. Et évidemment, dans ce transfert, il y a toujours un contenu éthique,
morale ou une idéologie qui est communiquée au lecteur. Bien, donc ça c'est avant tout ce que fait Vladimir Propp quand il analyse des contes populaires. Alors, on a choisi, dans le cours de sémiotique, de prendre un conte populaire, Pierre Lafèvre, analysé par Clément Légaré. Évidemment, Clément Légaré n'analyse pas le conte selon Vladimir Propp, parce que Greimas a étudié, lui, Vladimir Propp, et a été beaucoup plus loin. Mais on pourrait, là aussi, au départ, pour mieux comprendre, se référer avant tout à Vladimir Propp et se consacrer aux agents d'action et aux actions, c'est-à-dire faire un résumé du conte, et c'est à partir du résumé de ce conte que l'on pratiquera l'analyse de Greimas. J'aimerais souligner, avant de continuer, que la structure narrative, c'est-à-dire cet enchaînement d'actions auxquelles sont liés des agents d'action, qui mènent par l'intermédiaire d'une transformation d'un contenu sémantique initial à un contenu final toujours différent, que cette structure narrative peut être prise en charge par n'importe quel médium, que ce soit le film, le chemin de croix dans les églises, un roman, une nouvelle, même un article de journal, etc., etc. C'est-à-dire que nous passons notre vie à nous construire nous-mêmes en tant qu'étudiants, professeurs ou n'importe qui, à nous construire à travers des récits auxquels nous croyons ou nous ne croyons pas. C'est-à-dire qu'on nous raconte des histoires pour nous construire un monde de savoir, de valeurs, et pour pouvoir nous identifier et communiquer par un certain nombre d'évidences à un groupe culturel ou social particulier. Bien, donc revenons à Pierre Lafèvre tel qu'il est analysé par Clément Légaré, disciple de Greimas, et je vais vous envoyer par courriel le résumé que j'ai produit de ce conte Pierre Lafèvre, parce qu'il est plus facile d'analyser, selon la méthode de Greimas, à partir du résumé qu'à partir du conte dans sa totalité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, excusez-moi, le téléphone sonne, je vais essayer de le cacher quelque part pour ne pas l'entendre. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on va finalement faire un résumé? Eh bien, parce qu'il y a dans la méthode de Greimas un certain nombre de niveaux dans le texte. Et là aussi, je vais bientôt vous montrer le schéma. Il y a le niveau des structures discursives et le niveau des structures narratives. Alors les structures discursives, ça peut être le fait que l'on présente un texte à la première personne ou à la troisième personne, que l'on présente un texte selon un narrateur omniscient ou selon un narrateur qui en sait moins que les personnages. Cela peut être, comme structure discursive, le fait qu'il y a une structure temporelle linéaire ou au contraire des retours en arrière et des prévisions. Alors tout cela ne nous intéresse pas dans l'analyse de la structure narrative en tant que telle. C'est-à-dire que dans le résumé, quand on fait un résumé, on va faire en fait établir l'enchaînement, un enchaînement linéaire des actions principales et des agents d'action qui sont liés à ces actions principales afin d'avoir un squelette de la structure narrative indépendamment de la présentation discursive, narrateur, diégèse, tout ce que l'on veut. Bien, c'est pour cela qu'on fait un résumé. Le résumé, autrement dit, est le squelette d'un texte et le résumé ne retient que les éléments, les actions essentielles et les agents d'action essentiels. Et si je parle d'agents d'action aussi,
C'est parce que, je ne parle pas de personnages, qui est une thématisation, parce que les agents d'action peuvent être des éléments anthropomorphes ou bien des éléments non anthropomorphes. Un flocon de neige peut être un agent d'action important dans un certain type de récit. Donc, vous voyez que là, ce que l'on essaye de faire en même temps que l'analyse, c'est de construire un métalangage, c'est-à-dire un langage scientifique suffisamment général qui va permettre de parler d'une manière suffisamment abstraite de l'ensemble des récits de la planète que l'on peut rencontrer. Et c'est en construisant un métalangage qui va cerner un objet d'étude que l'on peut essayer de faire une sémiotique, une étude sémiotique narrative relativement scientifique qui va nous permettre de dire des choses intéressantes au sujet des récits du monde et d'un récit en particulier qui est Pierre Lafèvre, analysé par Clément Légaré, avant que l'on se consacre aux récits qui concernent les Doukhobors et que l'on analysera par la suite à partir des textes de Gabriel Roy, du texte du journal La Presse et du texte publié dans le magazine Walrus et qui concerne des questions d'information et de désinformation. Donc, revenons à Pierre Lafèvre et estimons que vous avez déjà lu le résumé et que nous allons nous consacrer à l'analyse finalement des structures sémionarratives et non pas des structures discursives ou des structures de surface. Donc, dans l'analyse sémionarrative, on va analyser le contenu sémantique tel qu'on peut le déterminer à partir de l'enchaînement des actions et on va analyser aussi les agents d'action en tant qu'ils représentent, eux aussi, certaines structures sémantiques qui vont permettre de préciser quel est le sens profond du texte, donc dans ce cas, Pierre Lafèvre. Alors, je vais lire le résumé. Pierre est un orphelin. Il vit avec sa mère et est sans argent. Lors de son ménage de printemps, celle-ci trouve une fève que son fils va semer. Aussitôt la graine se met à pousser de façon prodigieuse, si bien que Pierre décide de se hisser au sommet de cette plante. Il arrive au ciel. Saint-Pierre lui donne une pierre qui a la vertu, sur simple désir, de produire tout ce qu'il veut, et en particulier de la nourriture. Sur le chemin du retour, une vieille héberge le voyageur dans son petit camp de bois rond. La vieille remplace la pierre merveilleuse par une pierre qui a une apparence identique mais qui n'a pas de pouvoir surnaturel. Rentré chez lui, Pierre, à sa grande déception, découvre le méfait et promet de se venger. Une deuxième visite chez Saint-Pierre lui vaut la remise d'un petit cheval gris merveilleux qui crotte de l'argent. Il se passe la même chose quand il passe la nuit chez la vieille. Même déception, retour. Troisième voyage chez Saint-Pierre, il obtient un bourdon et un bâton qui, sur l'ordre de piquer et de fesser, s'exécutent immédiatement. En revenant du ciel, Pierre s'arrête chez la vieille pour récupérer ses objets magiques qui produisent de la nourriture et de l'argent. La vieille transgresse l'interdit de donner un ordre au bourdon et au bâton. Ces deux éléments s'attaquent à elle. Pierre n'accepte de les arrêter qu'après avoir obtenu la restitution de la pierre et du cheval merveilleux. De retour chez lui, Pierre commande à sa pierre magique de produire une table pleine de mets désirables et il commande à son petit cheval de crotter des 50 cents. Ce qui est fait. On invite alors les voisins qui traitaient Pierre et sa mère de crève-faim afin qu'ils constatent la transformation de la situation économique. Un des voisins incite le bourdon à piquer, le bâton à frapper. Les voisins sont battus à mort. Bien, donc, la grande question là, mais évidemment le résumé est déjà